Oui, bonjour à tous. Alors j'ai l'immense plaisir de recevoir, enfin puisqu'on est plutôt, c'est le contraire, puisqu'on est quand même chez Antoine Vatan, mais il sera publié sur ma chaîne YouTube. Et je suis très heureux d'avoir publié son premier livre, La situation de la classe laborieuse en France. Alors, il y a énormément de... Je ne sais pas si on arrive à le voir, l'éclairage n'est pas très bon, mais le livre, on peut quand même le lire, On n'est hein. pas Dans la vie normale, des youtubeurs professionnels. Ouais, voilà, on va dire ça. Il y a un mépris de la forme qui est assez patent chez nous. Euh, je renvoie déjà à une première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être commencer par là. Il a fait une prestation dans un café marxiste autour de ce livre qui était absolument essentiel. Et nous allons quand même feuilletonner ce livre, le contenu de ce livre, l'adapter à la situation actuelle. J'ai un ton un peu badin, mais effectivement, la situation de la classe laborieuse en France, c'est pas joli joli, ça va être de pire en pire. Je crois que tout le monde a en tête l'inflation galopante, le prix de l'énergie, mais je crois que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça m'a l'air d'être encore pire. Et alors peut-être on va dater, nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle de la funeste 5ème République de l'an de grâce 2022. Année révolutionnaire, je ne sais pas parce qu'il y a toujours un petit décollage, je ne sais pas calculer, mais ça peut se faire sur l'ordinateur. Nous sommes toujours en République, la Révolution française n'est pas terminée, et Antoine Vatan, tu as la parole, et voilà, je suis très très heureux d'avoir publié ton premier livre, je sais que ce ne sera pas le seul. Ouais, merci Emeric. Donc effectivement, comme tu le disais, j'essayais dans ce livre de présenter la situation objective de la classe laborieuse en France. L'idée ici, c'est pas de résumer le bouquin, parce que il faut aussi le lire, quoi. C'est très difficile dans une vidéo de résumer. Il y aurait des contradictions qui pourraient éventuellement trouver leur résolution dans le bouquin, etc. Donc on va pas jouer à ce jeu. Mhm. Par contre, peut-être profiter de la situation. Donc on vient de vivre le premier tour de l'élection présidentielle qui a vu Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés et Jean-Luc Mélenchon troisième à pas grand-chose. J'ai lu aujourd'hui un sondage sur BFM, je crois, bon, peu importe la chaîne, qui montrait que 69% des musulmans avaient voté Jean-Luc Mélenchon, avec tout le sous-entendu que l'on comprend, Mhm. de vote communautaire, etc. Bon, Mhm. moi, le vote communautaire, je ne sais pas bien ce que c'est. Je ne sais pas bien non plus pourquoi ces gens-là font ce genre de sondage, puisque je rappelle Non, je crois que que... c'est interdit en République, hein. Alors oui, effectivement, c'est interdit en France. Le dernier recensement religieux date de 1872 en France, Mhm. après la, Ah oui, c'était après la le... Commune. Ouais. 95% des gens se C'était déclaraient... MacMahon, c'est ça? C'était Voilà, l'ordre moral, oui, c'est c'est ça? ça. Ouais. 95% des gens se déclaraient catholiques à l'époque. Mhm. Donc le recensement religieux ne servait strictement à rien. Donc en Mhm. fait, les Mhm. recensements religieux ont existé en France, mais n'ont jamais servi à grand-chose, Ouais. puisqu'il y avait une hégémonie catholique. Mhm. Et aujourd'hui, des agences privées, puisque l'INSEE n'a pas le droit de le faire, s'amusent à le faire, avec un sous-entendu que l'on comprend tout de suite, hein, Mhm. puisque quand on fait ce genre de choses, on voit bien ce que l'on veut dire. Alors moi, j'en ai d'autres à leur opposer. Peut-être que ça peut intéresser tout le monde, mais la raison pour laquelle en France on ne fait pas de statistiques ethniques et religieuses, c'est qu'on estime que les statistiques servent à conduire la politique du pays. Et on estime que nous n'avons pas besoin de cette information pour conduire la politique du pays. Donc il faudra m'expliquer quelle politique les gens qui font ce genre ou qui commandent ce genre de sondage ont en tête Mhm. pour avoir besoin de l'information. Bon, voilà. Ouais. Donc bon, par contre nous en avons d'autres. Donc par exemple, même si ce ne sont pas des catégories Mhm. marxistes, mais enfin après on pourra les dialectiser. Nous avons au moins les classes d'âge. Et Oui. puis ce que l'INSEE appelle les catégories socioprofessionnelles, c'est-à-dire en gros les métiers. Oui, je vais comme préciser pour le lecteur que le grand atout de non seulement de ton livre mais de ta formation, c'est que à la fois tu as le bagage théorique qui fait que tu es à la fois enseignant et en même temps tu es passé par la formation du CEPI, tu sais ce que c'est qu'un appareil statistique. Ouais, Et donc, moi j'adore ça personnellement parce qu'il y a toujours ce va-et-vient entre les concepts marxistes que tu dis que tu adoptes d'une manière totalement orthodoxe, hein. totalement. Tu cherches absolument Ah oui, pas, tu vas pas te tombe sous le spécifier, coup de... tu refais pas Marx, quoi. Non, non, non. Voilà. Métamorphose Simplement, de la lutte des classes, je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours voilà. pas compris ce que c'était. D'accord. Ouais. Ah bah tiens, on pourra rester intéressant. Voilà. Oui, mais en tout cas, oui, voilà, le concept de lutte de classe, la baisse aussi du taux de profit, la concentration du capital, Voilà. l'impérialisme, Voilà. voilà, tout ça, ça y est.
Et simplement, voilà, tu donnes les chiffres actuels, tu dis où on en est, en fait. Voilà. Et tu as l'appareil statistique Et pour moi, c'est absolument essentiel. J'avoue que d'une certaine manière, c'est presque. J'ai pas vraiment vu d'équivalent. Je vois beaucoup de théoriciens réinventer le fil à couper le beurre, dire qu'il faudrait revenir à Spinoza, par exemple, que Marx, ça suffirait pas. Bon, personnellement, ça m'a toujours fait un peu rire. Bon, la pensée, c'est où on en est. Et d'ailleurs, un certain Lénine, Oui. d'une certaine manière, lui, voilà, il se précipitait sur les statistiques, bourgeoises hein, d'ailleurs, parce que Oui, bien sûr. De qui toute d'autre que façon, les on bourgeois n'en produit pas. ont De les toute façon. moyens de faire des statistiques. Oui, tu dis aussi que non plus les statistiques, c'est pas toi qui les produis, Bah non. mais simplement tu sais où les chercher. Et après, évidemment, tu sais aussi comment les Ouais. interpréter. Donc voilà, je te relaisse la parole. Donc tu dis, Ouais. on a donc en fait les classes d'âge, non, les classes sociales, les catégories socio-professionnelles, voilà, c'est ça qu'on mesure effectivement. Mais Voilà. évidemment, on ne peut pas dire les classes sociales, hein, rapporter Non, la non, 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 production, non, non, analyser non. pas. D'ailleurs, dans le livre, C'est- vous verrez que l'ensemble des ce que l'INSEE appelle les CSP, Mmh. donc les catégories socio-professionnelles, bon, ça s'est transformé en CPS depuis le début des années 2000. Bon, ça, c'est un petit peu. Attends, quelle est la différence entre CSP et... Aucune. Mais bon, vous verrez que tout ça, ça fait partie du prolétariat. Mais enfin, là, ce que je voudrais faire, c'est partir d'une discussion qui date, qui part de. Tu peux ouvrir la porte. Ouais, attends, On coupera au montage. vas-y, continue. C'était partir de la situation subjective du prolétariat. Mhm. Et les élections nous en donnent, disons, une photographie. Euh, Puisque on peut maintenant, bon, même si maintenant ça reste des sondages, donc peut-être que les chiffres sont soumis à caution, mais enfin on sait par exemple que si seuls les gens de moins de 50 ans avaient voté, Jean-Luc Mélenchon aurait été élu, euh, puisque il est en tête chez les gens de moins de 50 ans. Mhm. Donc, je ne sais plus quel est l'institut de sondage, je vous le tire chez chiffres, peu importe, Ipsos ou bon, peu importe. Chez les cadres, c'est ce qui me paraît un des trucs les plus intéressants, Mélenchon fait un tiers des voix, 29% Mhm. à peu près. Chez les ouvriers, etc., ça bouge pas. On est à peu près autour de 30% également, 27, 28 selon les instituts de sondage. Mhm. Bon. Pour nous, c'est pas des catégories sociales, ça, les âges, les CSP, etc. Néanmoins, je prends l'âge, par exemple, où je reprends les musulmans là, qui sont chers à BFM. Je crois que tu en es témoin, je t'avais envoyé un SMS avant les élections, puisque moi je suis enseignant et la Mhm. population que j'ai en face de moi, c'est majoritairement des enfants dont le prénom ne correspond pas à l'idéal d'Éric Zemmour. Mhm. Et je t'avais dit, si ce que j'ai en face de moi est représentatif, Mélenchon sera au second tour. Parce qu'ils étaient chauds, pour le dire en leurs termes. Et pourtant, ils font de l'économie au sens pour apprendre un métier. Oui, travaillant. oui, voilà, c'est des formations, Pour- pour- ce sont des formations professionnelles, c'est pas des hauts niveaux théoriques. Hein. On n'est pas en master 2 de recherche à l'université. Hein. C'est l'équivalent Mhm. du collège de ZEP à l'université. Bon, c'est des gamins qui ont, sans leur porter offense, qui n'ont pas un niveau de culture, voilà, universitaire. Hein. Ce sont des formations professionnelles. Bon, peu importe. Mais enfin, bon, voilà, c'est le prolétariat, c'est le prolétariat Mhm. français tel qu'il est aujourd'hui. En tout cas, une partie du prolétariat, Mhm. plutôt urbain, c'est vrai. Plutôt issu de l'immigration, c'est vrai. Enfin, Ouais. néanmoins, ça s'appelle le prolétariat français, cette affaire. Et Oui, je me souviens de ton message, tu me disais, ça voilà. veut dire qu'il. Non, je sais plus ce que tu disais. Moi, Qu'il voyait quasiment au second je tour, t'avais mais dit ouais. que si les classes que j'ai devant moi sont représentatives, Mélenchon sera au second tour, puisque je n'arrivais même plus à faire cours. Et franchement, bon, bah, là, je peux me taper un rapport d'inspection si vous voulez, mais Mhm. enfin, franchement, voilà, Bon, ben, on va pas te pousser à je, la je n'ai faute. Hein, je non, n'ai mais jamais dit pour qui j'allais voter. c'est Bon, pas, j'avoue, c'est j'ai pas. voté, bien que marxiste et communiste, j'ai voté pas à reculons non plus, mais enfin, sans une grande conviction, j'ai quand même voté Mélenchon. T'as voté le vote utile. Bon, j'ai pas incité, j'ai jamais évoqué le nom Mhm. devant mes élèves, etc. Le nom devenait de même, et c'est très difficile de faire court. Moi, je fais cours d'économie, donc je parle de la situation, notamment quand je fais des cours d'économie bancaire, je parle de la situation des banques, donc de la création monétaire, de l'état de la finance internationale actuellement, etc. Ces gamins-là, ils voient bien que ça va pas. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le nom de Jean-Luc Mélenchon sortait systématiquement dans les cours les 15 derniers jours. Mhm. C'est pas du tout parce qu'ils allaient à la mosquée. Hein. D'accord. Donc peut-être que 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Oui. Mélenchon, mais à mon avis, c'est d'abord parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont prolétaires. Ah oui, oui, d'accord. Je comprenais, oui, je comprenais même pas D'accord. pourquoi tu Donc, parlais de. voilà. D'accord, ok, Donc, il y a ce qu'on appelle en statistique un biais de sélection. d'accord, oui. N'est-ce pas? Donc voilà, donc on peut s'amuser à ce genre de choses. A priori, les gens s'amusent à ce genre de statistiques. On peut aller très loin comme ça. C'est pas le mahométanisme dans. Ouais, voilà, je suis prêt à les affronter. Et si on veut parler de vote communautaire, on peut parler du vote catholique bourgeois, Ouais. qui est parti chez un ancien chroniqueur de CNews. Bon, peu importe. En tout cas, les moins de 50 ans ont voté majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Chez nous, la catégorie d'âge
n'est pas une catégorie sociologique pour les marxistes. Bon. Néanmoins, ce n'est pas une catégorie sociologique au sens abstrait. C'est-à-dire qu'avoir 30 ans, ça ne veut rien dire. Oui. Mais avoir 30 ans en 2022, ce n'est pas la même chose qu'avoir 30 ans en 1970. Pourquoi? Parce que le capitalisme a une histoire. Et que le capitalisme avance dans ses contradictions. Et donc, bon, et ça là-dessus, on est d'accord avec notamment des sociologues comme Cappiello et Boltanski, qui avaient écrit des bouquins, je crois que c'était avoir 30 ans, alors je ne sais jamais si c'est 98, 68 ou 67, 97, enfin peu importe. Mais tout le monde a bien dans l'idée qu'avoir 30 ans, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une catégorie sociale d'avoir 30 ans. Non, mais c'est pas la même chose d'avoir 30 ans en 2022, ça veut dire quelque chose de déjà plus concret. Évidemment, parce que le capitalisme avance dans ses contradictions. Et le capitalisme avance dans ses contradictions, c'est-à-dire le capitalisme avec en son cœur la baisse tendancielle du taux de profit dont personne ne parle, mais qui reste quand même la traduction dans le régime capitaliste de la lutte des classes. Eh bien, avoir 30 ans en 2022, ça veut dire être prolétaire dans des conditions différentes de les années précédentes, par exemple. Et puis ça veut dire aussi être prolétaire dans des conditions différentes de 2032. Okay, mais avoir 30 ans n'est pas une catégorie. Mais la raison pour laquelle ces gens-là commencent à voter plutôt à gauche, parce que à mon avis, il faudrait reprendre des statistiques d'avant, mais par exemple, par rapport à 2017, il y a eu un changement de ce point de vue-là, déjà. Alors évidemment, la subjectivité, ça compte. C'est vrai. Mais enfin, il y a aussi, à mon avis, un rapport concret. Par exemple, les cadres qui votent à 30% en Mélenchon, je pense que c'est inédit, ça. Pourquoi? Parce que les cadres aussi sont prolétarisés. Pourquoi? Parce que le capitalisme fait son œuvre, etc. Et donc, ce que l'on a vu à l'œuvre dans ce premier tour, à mon avis, je vois beaucoup de commentaires, notamment sur YouTube, de spécialistes de gauche, de droite, de machin, qui parlent de pas mal de choses. À mon avis, tout peut être dialectisé dans la contradiction fondamentale du capitalisme, c'est-à-dire la baisse tendancielle du taux de profit, et donc la nécessité d'abord pour le capitalisme d'augmenter le taux d'exploitation, c'est-à-dire la paupérisation relative, et même maintenant la paupérisation absolue, premièrement. Deuxièmement, la nécessité pour le capital d'accumuler. Concentration du capital. Donc ça se voit dans les richesses, etc. Okay. Deuxièmement, puisqu'il y a une accumulation, on doit développer le secteur tertiaire. Encore une fois, on vous trouverez la réponse dans le bouquin, mais développer le secteur tertiaire est une phrase qui ne veut rien dire en soi, en fait. C'est une spécialisation à la Adam Smith un petit peu de certains métiers, etc. Et cela touche même les cadres. C'est-à-dire que je préviens les cadres qui jouent les malins à voter Macron et qui se croient arrivés. Comme disait Jacques Brel, il ne faut pas avoir l'air quand on n'a pas l'air du tout. Vous êtes des prolétaires comme des autres, vous êtes les prochains sur la liste, les enfants. C'est-à-dire que maintenant, quand on est cadre, eh bien, la vie commence à être de plus en plus difficile. On a des métiers de plus en plus répétitifs, on a des métiers de plus en plus surveillés, on a des salaires de plus en plus faibles, etc. Oui, tu disais, même si tu gagnes 3000 balles à Paris, avec le prix de logement, effectivement, tu te prolétarises de plus en plus. Quoi, oui, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'évidemment, tu peux gagner ce genre de salaire que si tu es à Paris, mais de toute façon, à Paris, les prix de l'immobilier sont... Ce que tu montres bien aussi dans ton livre sur cette question de l'immobilier qui est de plus en plus cher dans ce pays, c'est que ça fait partie aussi de la financiarisation, et que c'est le prix qu'on paye à la financiarisation. Exactement, c'est le prix qu'on paye par le truchement de la banque à la bourgeoisie. En fait, le prix de l'immobilier s'explique comme étant, si on veut faire une abstraction, mais une abstraction qui est tirée du concret, c'est-à-dire une abstraction, on va pas faire de l'épistémologie ici, mais disons une abstraction qui a du sens, quoi, pas une abstraction au sens positiviste. Tout se passe comme si le prolétariat payait à la bourgeoisie un loyer de plus en plus élevé. En fait. Ça. Bon, ça passe par divers mécanismes, ça passe par notamment la création monétaire, mais qui ne vient pas de nulle part non plus. La création monétaire, elle vient de la nécessité pour le capital de faciliter la circulation. Le capital étant de plus en plus accumulé et étant de plus en plus difficile à déplacer, il faut faire la création monétaire. Bon, bref, tout ce que j'entends depuis notamment le premier tour, mais même depuis quelques mois, puisque les gens commencent à s'exciter, c'est normal, on commence à vraiment en chier. Et donc c'est là où la conscience subjective s'anime. C'est-à-dire que pendant les 30 Glorieuses, bon, c'est facile de dire qu'il y a une métamorphose de la lutte des classes pendant les 30 Glorieuses, forcément, avec des conquêtes sociales, avec un taux de profit qui est remonté à la faveur quand même de 3 grandes dépréciations, les 2 guerres mondiales et la crise de 29 au milieu. Bon, c'est facile de considérer qu'effectivement on peut être prolétaire et vivre correctement, et donc est-ce que ça veut dire quelque chose d'être prolétaire? Oui, ça voulait tout autant dire quelque chose d'être prolétaire pendant les 30 Glorieuses qu'aujourd'hui, les fameux paradis perdus, sur lesquels la droite surfe. Je rappelle quand même que la droite à l'époque, elle était contre quand même la sécurité sociale, etc. Faut quand même pas rigoler. mais bon, peu importe. Mais aujourd'hui, eh bien, ça commence à se voir, et les gens attribuent ça à tout un tas de choses qu'ils n'ont pas tort,
c'est vrai que la condition des prolétaires s'est dégradée à cause de la financiarisation, c'est vrai. C'est vrai que la condition des prolétaires s'est dégradée à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est vrai. C'est vrai que la condition des prolétaires s'est dégradée à cause de la casse des services publics, de la pénétration du privé dans le... C'est vrai. Sauf que tout ceci a une cause, n'est-ce pas? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Hein, et tout ceci a une cause quasiment unique, c'est-à-dire le développement des contradictions du capitalisme, la nécessité pour le capital, pour la bourgeoisie, de vivre en tant que bourgeoisie, c'est-à-dire en tant que classe. Eh bien, il faut développer ce qu'on appelle chez les marxistes les facteurs antagonistes, dont antagoniste à la base sur un du tout à profit. la baisse de tout profit, et dont ce dont on vient évoquer ne sont qu'un échantillon, ce dont tout le monde a conscience. Tout le monde a conscience que la financiarisation fait du mal au prolétariat. Tout le monde a conscience que la mondialisation a pu faire du mal, etc., etc. Ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils sont en concurrence entre eux. Exactement, sauf que tout ceci... Ils ne cassent pas par méchanceté les services publics, ils le cassent parce Exactement. que... Sauf que tout ceci est nécessaire. Et la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est quand même, non pas pour mettre tout le monde d'accord, mais disons, c'est un outil de discussion. Vraiment, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui sont à gauche, qui essayent de développer des nouvelles théories, pour lesquelles j'ai un respect plus ou moins grand. Il y a des gens pour qui j'ai le plus grand respect, comme Bernard Friot, par exemple, si tu veux, avec lequel j'ai pas de grands désaccords théoriques. Mais à mon avis, avant de faire un certain travail, disons, Lénine disait il faut marcher un pas devant le prolétariat, quoi. Oui, au sens pas trois pas, un pas en avant, parce que sinon on se coupe des masses. Ouais. Voilà, et moi je l'ai toujours compris comme étant non pas je suis capable de faire trois pas et j'en fais qu'un, mais il ne faut pas le voir comme ça serait un peu pédant de faire ça. Mais il faut aussi le voir comme étant, à mon avis, si je vais trois pas devant, en fait je me déconnecte du concret, je me déconnecte du réel. Et je vais raciociner, et je vais faire de la pure abstraction, et puis je vais retomber dans des trucs purement logiques, mais il voulait dire ça à partir pour une avant-garde. C'est une avant-garde consciente et concrète et qui mérite de l'être. Oui, bien sûr. On s'auto-intitule pas avant-garde du prolétariat, ça se mérite, hein, bien sûr. Mais c'est sûr qu'une avant-garde, c'est bien une avant-garde. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Sauf que moi, j'ai toujours compris dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le comprendre comme étant comme je suis quelqu'un qui est capable de marcher trois pas devant, mais qui me réfrène. Il y a aussi dans le chemin intellectuel la nécessité de se connecter, enfin pas de connecter, de partir d'eux, enfin c'est même pas une connexion, voilà, il faut partir d'eux, du concret, du réel, du prolétariat, et donc tu peux pas marcher trois pas devant, parce que si tu marches trois pas devant, bah, ce que tu dis devient, je suis pas en train de dire que ce que dit Frigo est absurde, attention, hein, j'ai peut-être fait un parallèle un peu trop rapide, encore une fois j'ai le plus grand respect pour l'œuvre de Bernard Friot, même si j'ai quelques désaccords qui sont exposés dans ce livre. D'ailleurs, c'est pas tellement avec Bernard Friot que j'ai des désaccords, mais c'est plutôt avec des lecteurs de Bernard Friot, enfin ce que l'on dit de l'œuvre de Bernard Friot. Et à mon avis, bon, il est un peu fautif aussi, parce qu'il le dit, mais de manière, à mon avis, pas assez appuyée. Et donc je prends vraiment des pincettes. Et je crois que tu militais un peu dans son association. Oui, milité, j'ai fréquenté. Oui. Non, militant, c'est un bien grand mot. Non, non, je voudrais pas m'attirer les lauriers parce que franchement, il y a un grand travail qui est fait dans cette association et je voudrais pas m'attribuer un travail qui n'est pas le mien. Non, je l'ai fréquenté quelques fois à peine et puis pas plus. Non, mais de toute façon, ça a été un cercle de réflexion. Ah ouais, non, mais voilà. C'est toujours un cercle de réflexion qui compte. Donc là, j'ai pris l'exemple qui m'est peut-être le plus défavorable parce que c'est probablement celui qui a produit les meilleurs concepts et puis qui a produit le travail le plus intéressant à gauche ces dernières années. Mais enfin, en dehors de ça, il y a quand même pas mal de choses qui sont produites à gauche, et puis y compris dans les cercles politiques, des choses qui ne sont pas fausses, mais desquelles on n'a jamais d'explication, ou alors des explications purement idéalistes. Voilà, donc Macron serait un grand dictateur par nature. Il va casser les services publics par nature, il va être violent avec les gilets jaunes par nature, et il suffirait de remplacer Macron pour que nous n'ayons pas ça. Non, ce n'est pas possible. Et ça, j'avertis la gauche, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à sortir du capitalisme, le capitalisme régulé n'est pas possible, ce n'est plus une option. C'était probablement une option pendant les 30 Glorieuses, encore que ce que Thomas Piketty appelle le règne de la social-démocratie, ça s'appelle quand même, en termes sérieux, l'équilibre de la terreur. C'est pas tout à fait pareil. Oui, mais c'est sûr. N'est-ce pas? Donc c'est pas non plus, c'était pas non plus les oiseaux, les chansons et la paix sur terre. Hein. C'était quand même une grande menace qui a permis d'élever le niveau de vie du prolétariat. Et aujourd'hui, eh bien, le capital, pense-t-on, règne en maître. Mais si on est sérieux et si on est marxiste, en fait, il développe ses contradictions. Et en fait, c'est un peu comme un poisson sur la berge qui s'ébat et qui fait preuve d'une grande violence. En fait, il est obligé, pour survivre, le capitalisme, d'avoir recours à ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconstruire des services publics conséquents
une sécurité sociale à 100%, des grands services publics, Mhm. de tous les réseaux possibles, c'est-à-dire les réseaux ferrés, les réseaux d'énergie, les réseaux routiers, Mhm. etc., etc., et penser que la bourgeoisie va laisser faire, c'est se leurrer. C'est complètement se leurrer. Et c'est le point de départ du livre, donc c'est pour ça que tu disais à juste titre que j'étais un marxiste orthodoxe. Je propose ce livre comme étant un outil, c'est-à-dire j'essaie d'établir la situation concrète du prolétariat aujourd'hui, mais cette situation est un résultat. Cette situation est le résultat du développement du capitalisme dans ses contradictions. Exactement. Le développement des contradictions amène le capitalisme à développer ce qu'on appelle des facteurs antagonistes, et ces facteurs antagonistes vont développer ce que la théorie de la régulation ou ce que des structuralistes vont appeler les structures du capitalisme. Mais ces structures du capitalisme ne tombent pas du ciel. La raison pour laquelle nous sommes tombés dans un monde dit financiarisé, la raison pour laquelle nous sommes tombés dans un monde dit mondialisé, la raison pour laquelle nous sommes tombés dans un monde dit néolibéral avec la casse des services publics, la raison pour laquelle nous sommes tombés dans un monde où le marché fait la loi, où le marché maintenant maintenant pour que le postier s'occupe de votre grand-mère, il faut payer maintenant. Alors qu'avant, bon, c'était voilà, le postier, on lui payait un café, et il passait 10 minutes avec la. Maintenant, il faut payer pour qu'il fasse ça, etc. La raison pour ça, c'est pas parce qu'il y a des grands méchants ou des grands convaincus, etc. Non, c'est parce qu'il faut que le capital, pour qu'il persévère dans son être, comme dirait l'autre, eh bien, il faut qu'il développe ça. Qui remonte le profit, qui tend à baisser tendanciellement. C'est difficile à faire comprendre, mais. Exactement. Et ça, il faut que le prolétariat français. Et ce que tu montres bien, c'est que même maintenant, c'est même l'État qui est obligé quasiment de fournir de Ah oui. l'argent pour l'investissement. Ah oui, exactement. C'est-à-dire que ça c'est un grand problème aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit par exemple, ça c'est un autre exemple, mais c'est un exemple de ce qu'on vient de dire, c'est de la tendance générale. Et après, je ferai un point sur ce que ça veut dire avoir une théorie qui explique un peu tout, parce que souvent on m'oppose l'explication totalitaire. Mais ça, bon. Totalisante. Voilà, je ferai un exemple. Le vrai, c'est le tout, comme disait Hegel. Hein, oui, moi j'adhère complètement. J'adhère complètement. Mais voilà, par exemple l'État, aujourd'hui, quand on se plaint de l'État, quand on dit l'État matraque, oui, et puis quand on dit qu'en même temps on voudrait des services publics, etc., mais c'est parce qu'on ne fait pas de distinction entre l'État et l'appareil d'État. Par exemple, la sécurité sociale, c'est l'État, c'est-à-dire l'État au service du prolétaire qui a été conquis, etc. Je tire à gros traits, encore une fois, lisez le livre pour avoir plus de précision. Mais l'appareil d'État, c'est quoi? L'appareil d'État, aujourd'hui, c'est 300 milliards entre la commande publique et les subventions aux entreprises, c'est-à-dire plus de 2 fois le salaire de l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique qui retournent directement au capital. C'est-à-dire que quand je vois des libéraux comme Charles Gave qui sévissent sur Internet, qui disent je paye des impôts, je me demande où vont mes impôts, mais ils vont au capital tes impôts. Ils retournent directement au capital tes impôts, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vos impôts, ils vont directement dans les. En partie, en tout cas, encore une fois, on a encore un peu de conquête sociale, et heureusement, ils vont directement dans les mains de la bourgeoisie. Ils servent à ça, les impôts, aujourd'hui. Aujourd'hui, les impôts, ils servent à quoi? Ils servent à faire de la défiscalisation pour Total, qui fait de la finance dite écologique. Des investissements divers, ils servent à ça. Divers, le même bonhomme, où il y a un mec qui s'appelle Delamarche, c'est un peu le même genre, ils vont te dire on vit carrément dans les soviets. Alors en fait, oui, effectivement, il y a l'État qui finance des boîtes, mais le profit reste complètement privé. Ah bah bien sûr. Donc c'est maintenant on demande aux salariés de financer ces boîtes-là. L'investissement, directement. Et ça, c'est vrai. Mais justement, si on demande. Alors, ce qui est nouveau, c'est que justement, finalement, il n'y a aucun équivalent. Ces imbéciles ne sont même pas capables de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, qui est complètement inédit. Bah oui. C'est que là, justement, on n'est ni dans le capitalisme à papa. Non, c'est fini. Maintenant, on pressure sur les. Donc, au bout d'un moment, ça ne pourra pas tenir de toute façon. Ça ne pourra pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est la fin du capitalisme. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est quand même. Après, peut-être on pourra en parler, mais la dédollarisation qui pointe, enfin, la fin de Bretton Woods, etc. Récemment, parce qu'on croit toujours qu'on joue en défense, etc. Mais je voyais Fukuyama, c'est le type qui avait parlé d'une sorte de Reich de Milan, du libéralisme, la fin d'histoire, le happy dog, le chien heureux qui serait. Et bien là, il a dit récemment, avec la dédollarisation qui se prépare, il dit le libéralisme est menacé. Bien sûr. Mais en même temps, il était menacé. Avec les BRICS là, qui sont en train de revenir. Mais en même temps, ça, c'est une lecture à laquelle il faut être attentive, mais en même temps, pas suspect, mais il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Là, le libéralisme est menacé. Enfin, le libéralisme. Je ne sais pas trop ce que c'est que le libéralisme. On a fait quelques vidéos sur lui, il a dit libéralisme. Oui, non, mais on sera d'accord. C'est ce qu'il appelle lui libéralisme. Le capitalisme, s'il est menacé, c'est pas par la Chine. Il est menacé en son cœur. Ce sont ces contradictions mêmes qui le mènent à sa perte. Je suis content qu'on ait cette discussion. C'est pas tellement la Chine. La Chine, si elle remporte la mise, c'est parce que le capitalisme n'est pas capable d'offrir un monde désirable, comme dirait l'autre. Et pourquoi il n'est pas capable d'offrir un monde désirable? Parce que la baisse tendancielle du taux de profit faisant son œuvre, il ne peut pas offrir aux prolétaires des conditions acceptables, en même temps
que le fait de lutter contre la baisse de son assiette de taux de profit. C'est-à-dire que le premier facteur antagoniste que l'on connaisse, et d'ailleurs tous les facteurs antagonistes pourraient être résumés comme étant euh, des moyens de faire celui-ci, c'est-à-dire l'augmentation du taux d'exploitation. C'est-à-dire la mondialisation est un facteur antagoniste, la dévalorisation du capital constant est un facteur antagoniste, le développement de la financiarisation est un facteur, etc., etc. Mais enfin, si on les regroupe tous, excepté le premier, en fait, on peut comprendre tous les autres comme étant des moyens de faire vraiment le premier, c'est-à-dire d'augmenter l'exploitation, c'est-à-dire d'augmenter la paupérisation. D'abord relative, puis dans des moments de grand craquement, comme nous sommes en train de le vivre, absolu. Mais voilà, il faut le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que tout le monde en a conscience, euh, en ce moment, j'essaye de suivre des gens sur YouTube qui sont à milieu du marxisme, mais qui parlent de leur métier. Je suis notamment un agriculteur, je ne sais même plus comment il s'appelle le gars, mais qui est un agriculteur classique. Hein, c'est pas du bobo bio, machin, qui était cadre dans le tertiaire et puis qui s'est acheté une ferme à 1 million d'euros, etc. Non, c'est un mec qui est né dedans, il a 4 tracteurs, 100 hectares, enfin je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon bref. Et il te parle du cours du blé, il te parle du cours des engrais, etc. Et le premier truc qu'il condamne, c'est pas les impôts, c'est pas l'État, il dit, les gars, il faut comprendre que si on est dans la merde, c'est à cause de la spéculation. Évidemment, il a mieux d'être marxiste. Hein. Je pense qu'il s'abstient, parce que statistiquement, il s'abstient, puisque 50% des agriculteurs s'abstiennent, puis quand ils votent Le Pen, puis enfin, ils votent à droite. Quoi. Donc on n'est pas en train de parler entre nous, là. Mais le gars, il est conscient du fait que son métier est mis en péril à cause des monopoles. Les terres agricoles, en ce moment, sont en train d'être rachetées par les monopoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élevages fleuris-michons, on a des terres intermarchés, on a des champs intermarchés, etc. Et les agriculteurs, plutôt que exploitants indépendants, deviennent salariés de ces entreprises. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ils ont le choix entre deux monopoles. Soit ils sont entre les monopoles semenciers, céréaliers ou laitiers, etc. Et on leur fait des prix de misère et donc ils ne peuvent plus vivre en tant qu'indépendants. Soit on leur dit les gars, on vous rachète tout. Donc du coup, on est soumis au monopole, mais on l'est en tant que salarié. Et entre deux conditions, bon, ils préfèrent celui de salarié, puisqu'on a un contrat de travail, on sait combien ça tombe à tous les mois, etc. Alors je veux bien les comprendre d'un point de vue individuel, pas de problème. Sauf que premièrement, en tant que nation, on est en train de perdre un énorme savoir-faire, parce que quand on va avoir des champs Chanel, parce que Chanel aussi rachète des champs pour faire des parfums, bah, on ne pourra plus bouffer. Parce que comme on dit dans un grand film qui est La Grande Évasion, on ne mange pas des fleurs. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont probablement envie d'exercer leur métier, etc. Ils comprennent, ils voient bien qu'ils sont soumis au monopole, etc. Mais ils n'ont pas la clé de l'explication. Et la clé de l'explication, elle est fournie par le marxisme. Une chose qui m'a frappé aussi dans ton livre, c'est que tu montres bien, il y a presque une planification, mais des banques. Ah, il y a une planification, bien sûr. C'est pas du tout le marché où chacun fonde sa boîte. Bien sûr. Quand Macron dit qu'on n'est pas dans une économie dirigiste, qu'on n'est pas dans une économie planifiée, c'est faux. On est très On est dans une économie planifiée par le marché, qui est synthétisée par la banque. Par exemple, aujourd'hui en France, à peu près 50% du financement de l'investissement, c'est de l'autofinancement. C'est-à-dire c'est les entreprises qui ont épargné et qui financent 50% de leur investissement. Alors il faut le pondérer parce que c'est d'autant plus vrai pour les petites que pour les grosses. Mais bon, en moyenne, ce qui ne veut rien dire statistiquement, mais bon, prenons ces chiffres qui ne veulent rien dire statistiquement. Et dans ces 50% de financements externes, donc 50% il faut faire venir de l'argent frais d'ailleurs, en gros c'est du crédit, à hauteur de 90% à peu près. Okay, le crédit c'est qui ? C'est les banques. Okay. En France, il y a à peu près, les deux premières banques font à peu près 45% du marché du crédit. Les 5 premières banques font à peu près 80 à 90% du marché du crédit. D'accord ? Sachant que ces gens-là ont des ordres. Ce qui veut dire que quand une entreprise vient les voir en disant écoutez, je veux financer cette activité, je veux financer ce produit, cet investissement, en dernière instance, c'est la banque qui décide. Et les gens qui octroient les prêts, ils ont des ordres du siège, etc. Ce qui veut dire que c'est bien les banques qui font de la planification. Donc on ne vit pas dans une économie de marché, au sens où tout le monde prendrait sa décision individuelle dans l'anarchie de la production. C'est fini ça. Il y a eu un développement de la monopolisation, qui est un des gros facteurs antagonistes également, qui répond à la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que quand mon agriculteur dit je suis soumis au monopole, je suis soumis à la spéculation, etc., il est en train de dire, sans le savoir, qu'il est soumis aux structures qu'ont créées les facteurs antagonistes qui répondent à la baisse tendancielle du taux de profit. Pourquoi les monopoles s'attaquent à une technologie aussi archaïque que cultiver des fleurs ou cultiver du blé ? Mais parce qu'à un moment donné, tous les secteurs doivent être pris dans l'étau.
Parce qu'il faut chercher du profit partout. Et donc il faut que les monopoles se développent partout, il faut que la financiarisation se fasse partout, il faut que la spéculation se fasse partout. Ça, c'est un autre problème un peu plus compliqué, c'est la phase de putréfaction du capitalisme. Mais bon. Oui, parce que c'est pas qu'une crise de débouchés. Parce que ça, Ah non, non, c'est pas voilà. ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais en tant que, si on veut le dire en termes positivistes, en tant que conséquence. Si on veut le dire en termes un peu plus marxistes, elle est seconde. Ouais, le premier, à l'intérieur même des contradictions de la production. Ah, exactement, ouais. Ah, oui. Ah, ça, c'est un grand problème qu'on a notamment avec les Keynésiens. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir régler à gauche. Parce que penser qu'il n'y a que des problèmes de débouchés, qui est un peu le programme de Mélenchon. Mais le programme de Mélenchon est keynésien. En gros, il nous dit voilà, on va. C'est Jacques Généreux, non Je sais pas qui est derrière. Je sais plus si c'est toujours lui. Je sais pas qui est derrière. J'ai vu des gens que je me trompe pas. j'ai vu des gens que j'ai connus dans d'autres cercles qui sont très très soupçonneux. Enfin bon, peu importe, je dirais ni les noms, ni les machins. Enfin, j'ai voté pour lui quand même. Mais soupçonneux, on fait déjà des oukases alors qu'on est complètement marginalisé, mais bon. C'est du joli social-démocrate. Non, mais ils sont pas prêts. Vraiment, ils sont pas prêts ces gens-là parce qu'ils n'ont pas analysé le capitalisme et quand le mur va leur tomber dessus, ils vont pas savoir quoi faire parce qu'ils n'ont pas analysé le capitalisme. Donc penser que ça va tomber avant qu'ils s'en rendent compte. Penser que en fait ce n'est qu'un problème de débouché. Si c'est un problème de débouché, alors il n'y a pas de problème. Il suffit d'augmenter les salaires et la crise du débouché est finie. Oui, une crise de réalisation, c'est qu'en fait, oui, pour que les gens consomment, ne peuvent pas acheter des produits qu'on surproduit. Oui, en fait, ils imaginent que la surproduction c'est une surproduction du produit alors que c'est une surproduction du capital. C'est ça. C'est une surproduction du capital, tout à fait. Oui. Et le problème, c'est que si la contradiction se situe dans le cœur de la production, avec la baisse des taux de profit, on ne peut pas augmenter les salaires. Parce que si on augmente les salaires, on tue le taux de profit, ce qui veut dire qu'on tue la bourgeoisie en tant que classe. Donc la bourgeoisie ne peut pas augmenter les salaires. Elle peut le faire en 1929, elle peut le faire en 1945, encore qu'il faut bien l'aider. Il faut avoir fait la résistance, ne pas avoir rendu les armes de la résistance, et puis dire que mon coco, si tu ne me fais pas la sécurité sociale, j'appelle mon copain Joseph Staline. Donc là, on dit, bon bah d'accord, on va te la faire, ok, mais sinon il l'aurait pas fait tout seul. Non, ça, c'est un des grands trucs que dit Friot, par exemple, et il faut lui rendre hommage quand il dit, mais les enfants, si vous attendez une bonne fenêtre, ça n'existe pas. La bourgeoisie qui a écrit l'idéologie n'a jamais dit c'est le bon moment. C'est jamais le moment d'augmenter les salaires. Il ne faut pas attendre le bon moment. Ça n'a jamais existé. Je crois que le trou de la Sécu, on nous l'a vendu dès l'année suivante. Ah oui. Je crois que dans les journaux, je crois que dès 1947, on parlait du trou de la Sécu. Enfin, il faut vérifier, mais je crois que c'est dans les années 40, avant 1950, c'est sûr. Donc bon, il faut voir un petit peu. Donc bon, il ne faut pas se laisser leurrer par ces aspects techniques. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi je propose ce texte-là comme étant, encore une fois, une base de discussion. Je ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord, je ne cherche pas à ne pas être contredit, je ne cherche pas à avoir raison. D'ailleurs, je n'avance aucune théorie. Comme tu disais, je suis marxiste orthodoxe dans ce livre. J'avance aucune théorie. J'essaye d'établir la situation du prolétariat. Et en fait, ce que je remarque, je fais comme tout scientifique. J'ai une théorie, j'ai des données. Voilà, c'est ça. Et je regarde et je vois que ça correspond. Voilà. Alors, en plus, on pourrait parler de mon parcours individuel dont on se fout complètement, mais je ne suis pas né dedans, moi. Je ne suis pas un ayatollah du marxisme. Parce que tu connais tu sais réfuter le point de vue de l'adversaire, ça c'est comme très important parce que tu le connais bien. Mais surtout, je ne suis pas un ayatollah du marxisme né dedans. Voilà, je suis pas, mes parents n'étaient pas au PCF. Je ne suis pas né dedans, absolument à défendre. C'est pas une honte d'avoir des parents au PCF, c'est pas du tout le problème, mais c'est justement que comme tu as étudié toutes les théories néolibérales, tu les connais. C'est un avantage. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas parti du point de vue je suis marxiste et je vais chercher dans les données ce qui vérifie ma théorie. Je suis parti du point de vue inverse, c'est-à-dire qu'on m'a éduqué à toutes les autres théories et je remarquais que les données ne correspondaient pas du tout aux autres théories. Au bout quoi, de 9 ans presque d'études Oui, j'ai un doctorat, quoi, donc 8 ans, enfin officiellement c'est un bac plus 8. Bac plus 8, ça. Non, puis après je suis allé j'ai lu des livres comme Lordon, etc., qui sont aussi de gauche, enfin de gauche, et du coup je suis allé dans ces livres-là qui m'ont pas mal apporté, je veux dire si tu veux, mais ça m'a permis de cheminer. À mon avis, c'est dépassé, c'est soumis à discussion, même si pour la personne de Frédéric Lordon, par exemple, j'ai aussi le plus grand respect, je le dis fraternellement, je pense que jamais nous partageons. T'as plus de respect, j'ai l'impression, pour le parcours que pour le parcours, oui, puis aussi pour l'homme, enfin je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux, on va arriver dans des temps très troublés. Je pense que Frédéric Lordon et nous partagerons le même côté de la barricade. Donc, bon, voilà, on peut se friter dans les séminaires si on veut, etc. À un moment donné, nous serons du même côté de la barricade. Et à la fin, honnêtement, c'est bien ce qui compte. Néanmoins, après la barricade, il y a quelque chose. Et il faut être prêt à ce quelque chose. Et c'est là où j'essaye d'apporter un point de départ à la discussion.
C'est-à-dire de dire à gauche, ne vous leurrez pas, le capitalisme régulé, ce n'est plus possible. Ouais. Le capitalisme avec un flingue sur la tempe, fut-il vert, fut-il écologiste, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt au communisme et avec ce qui va avec, disons le gros mot, la dictature du prolétariat, vous êtes condamné à perdre. C'est sûr. Et c'est vrai que... Et la raison, raison n'est pas subjective, la raison est objective. C'est-à-dire que la bourgeoisie, le capitalisme est arrivé dans des contradictions telles qu'il ne peut plus rien donner sans que la bourgeoisie disparaisse en tant que classe. Et donc pour qu'elle survive en tant que classe, eh bien, il faudra qu'elle fasse preuve d'une grande violence sociale, et puis pourquoi pas militaire. J'ai appris aujourd'hui, je sais plus que j'ai lu ça dans un article de je sais plus quel journal, j'ai appris aujourd'hui, c'est peut-être faux, hein, j'en sais rien, mais apparemment à l'acte 3 des Gilets jaunes, l'hélicoptère était prêt dans les jardins de l'Elysée. Ah si, ouais, ça je crois que c'était... Voilà. C'est même le canard enchaîné qui l'avait dit. Peut-être, oui. Donc ça veut dire que c'est proche du pouvoir. Voilà, donc il faut se rendre compte qu'on est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là. Et donc si on n'est pas prêt à faire quelque chose après la barricade, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt politiquement, donc théoriquement, on pourrait même faire un pas en arrière épistémologiquement, mais là ça peut être marcher un peu trop loin, on fera rien, on va se casser les dents. On va se casser les dents. Et je le vois notamment, même si je n'y milite pas, mais je connais quand même pas mal de gens qui votent France Insoumise, etc. Il y a beaucoup, et encore une fois, j'ai voté France Insoumise, donc c'est pas une condamnation. Je veux dire, si vous pensez que vous allez pouvoir réguler le capitalisme, vous vous leurrez. Et ça, Lordon l'avait dit dans une vidéo qui apparemment est célèbre. Il avait dit, et ça je partage tout à fait son point de vue, il avait dit, si Mélenchon, c'était après 2017 qu'il avait dit ça, si Mélenchon est élu, la Banque Centrale Européenne va relever les taux d'intérêt français, on va se taper une attaque financière, et le programme, notamment en plus avec l'appareil d'État qui est en place, ne pourra pas être mis en place. Donc il y a deux solutions. Soit on devient de Tsipras, soit on devient communiste. Il faut être sérieux. Soit Lénine, quoi, oui, c'est ça. Mais ce qui implique quasiment contrôle d'échange, contrôle des prix, on bloque les frontières, on ne fait plus du commerce qu'avec des pays alliés. Enfin, c'est exactement. Alors après, moi, j'ai pas la stratégie, la tactique. Je suis pas un théoricien de la révolution. Il y a certainement des gens qui sont bien meilleurs que moi, et peut-être même que, là je spécule un peu, mais peut-être même que Mélenchon l'est, puisque je t'avais dit que j'avais vu une interview à Thinkerview où la question lui avait été posée à peu près en ces termes. Et à Thinkerview, il avait dit, on a 4 banques systémiques, on a 2500 milliards de dettes, je propose à tout le monde de se calmer. Précisons, dans le cas où on augmente les taux d'intérêt oui, dans le cas où Mélenchon est élu et on se tape une attaque financière de la bourgeoisie. La bourgeoisie attaque, c'est-à-dire que la bourgeoisie ne laissera pas faire le socialisme en France, ne laissera même pas faire le capitalisme, parce que Mélenchon c'est pas du socialisme, c'est un capitalisme régulé, c'est-à-dire que même ça elle ne laissera pas faire. Enfin, il faut voir Tsipras ce qu'il proposait, ce que proposait Tsipras c'était pas du communisme quand même, il s'est fait attaquer dans tous les sens. N'est-ce pas ? Bon, et bien s'il s'est fait attaquer dans tous les sens, c'est pas parce qu'il y a... Mais la différence, c'est que la Grèce compte pas beaucoup dans l'économie européenne, alors que oui, alors après, si la France saute, en gros, il y a tout le système qui saute aussi. C'est ça, c'est ça que oui, bien sûr. En fait. Bah oui, on a la menace. Mais par contre, il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à ça. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que ce soit pas un pique-nique, hein, comme disait l'autre. Oui. Voilà. Ce n'est pas... Ça veut dire, c'est la question de la souveraineté. Donc, souveraineté, ça veut dire produire, compter sur ses propres forces, comme disait le président Mao. Voilà, c'est être capable de produire ce qu'on consomme en fait, sur notre propre sol. Ça, évidemment, avec l'aide d'alliés possible, hein, si on en a. C'est pas le liste, l'État fermé. Hein, mais a priori, il faut être capable de ça. Oui. Tout à fait. Et c'est vrai que d'une certaine manière, depuis 20 ans que je vois à peu près les économistes, disons, à gauche, on a un peu l'impression qu'ils présentaient les choses... comme tu dis, sans voir les causes un petit peu avant, on a l'impression qu'il y a le coup d'État monétariste, fin des années 70. Ouais, bah c'est purement subjectiviste. D'un coup, il y avait les 30 glorieux, ça fonctionnait pas trop mal, c'est un capitalisme régulé, etc. Et puis d'un seul coup, Reagan et Thatcher arrivent parce que Paul Volcker a augmenté les taux d'intérêt. Et... Ce qui est faux d'ailleurs, enfin le 30 glorieuses, il faudrait en parler, enfin c'est pas le sujet là, mais vraiment, enfin non. Donc on a toujours l'impression qu'il y a un méchant qui est arrivé dans le film. À partir du moment où bien sûr que le rôle de l'individu dans l'histoire, c'était délectisé, ça existe aussi, la subjectivité ça existe, mais sur de grands modèles macroéconomiques, ils n'avaient pas non plus tellement d'autres choix, de toute façon, pour relever le taux de profit que de faire ça. C'est bien ça. Après ce que j'ai compris, c'est que le taux de profit global commence à baisser dès 67 à peu près. Donc, prima facie, c'est-à-dire que en fait tendanciellement il baisse tout le temps, mais dans les années 60 on le voit s'effondrer
J'allais dire, oui, prima facie, c'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire Avant même la crise, il faut la crise distinguer du la baisse pétrole. tendancielle et la baisse réelle. Voilà, c'est ça. Il baisse réellement dans les années 60. Donc le coup d'État monétariste qui explique beaucoup de choses, effectivement, sur les années 80. Pourquoi même avec un président dit social-démocrate, enfin même s'il était l'extrême droite dans sa jeunesse, mais en tout cas... Tu parles de de Mitterrand, Mitterrand, oui. Non, moi, je pensais que tu parlais de pourquoi on va... Volcker et Reagan. Pourquoi on va... Oui, mais c'est la même chose. Oui, mais c'est la même chose, parce que Mitterrand en 83, c'est la même chose. Ouais. Donc, oui, Reagan, non, il était plus... Ouais. Ça, c'est le côté qu'on peut reconnaître aux anglo-saxons et ils disent les choses. Au moins, c'est plus clair, c'est ça. T'as fait pas revers. Enfin, Mitterrand, c'était le beau-frère de Deloncle, le fondateur de la COMO, il faut quand même pas oublier. Non, mais ça, Voilà, mais donc, justement, là, on n'est plus tellement dans le subjectif. Voilà ce qu'on vit depuis. Mais le subjectif compte aussi, mais le subjectif est une révélation des. Bon, on va pas faire la théorie du reflet ici, mais ça vient aussi des forces objectives. C'est-à-dire que en face, on a une bourgeoisie qui est consciente en partie, parce qu'elle se leurre aussi. Enfin, je veux dire, la baisse tendancielle des taux de profit, c'est pas elle qui la dirige. Elle y est soumise. Mais du coup, toute la violence dont elle fait preuve, tous ceux qui disent qu'on vit dans la dictature en ce moment, ils n'ont pas tort. Mais on ne vit pas dans la dictature de M. Macron. Ça n'existe pas. Emmanuel Macron n'est pas un dictateur. On vit dans la bourgeoisie, on vit dans la dictature de la bourgeoisie, dont Emmanuel Macron est l'émissaire. Mais on ne vit pas dans la dictature d'Emmanuel Macron. Remplacez Emmanuel Macron par n'importe qui, si vous ne changez pas le capitalisme, si vous ne dépassez pas le capitalisme, vous aurez le même résultat. Je rappelle. C'est pour ça que les lignes s'opposaient à toute tentative d'assassinat des anarchistes et autres populistes. Parce que ça ne sert à rien, tu remplaces par d'autres bonhommes. Oui, c'est même pas par humanisme. Non, ça ne sert à rien. C'est pas ça la question. Ça ne sert strictement à rien. N'est-ce pas? Alors après, je veux bien comprendre que le subjectif compte. Et aujourd'hui, on est dans des mouvements de... Par contre, c'est très important à dire, c'est que justement, ces tentatives d'ailleurs, tel qu'il y a eu des provocations dans les années 70-80 avec un terroriste d'extrême gauche, on voit bien qui ça servait. Oui, bien sûr. Parce qu'a priori, ça fait pas du tout partie... Quand tu es marxiste, tu raisonnes pas comme ça. Ah non, tu raisonnes pas comme ça, bien sûr que non. Mais par contre, il faut y être prêt. Donc moi, j'ai une grande peur en ce moment. Donc évidemment, ça va craquer. Tout le monde le sait que ça va péter. Avec Macron, ça va péter. Avec Le Pen, ça va péter aussi. Alors, mon pari, moi, c'est que si c'est Le Pen, ça va peut-être péter un peu plus tard, parce que le vote Le Pen, tous les sondages montrent qu'il ne vote pas du tout contre les Arabes. En gros, il vote parce qu'il pense que Le Pen, c'est la sécurité sociale et la retraite. Donc, je pense qu'ils vont y croire un petit peu plus longtemps, et puis quand ils vont se rendre compte que non, parce qu'a priori, Le Pen n'est pas une communiste, elle va devoir faire une politique répressive, et donc ils vont se manger un mur aussi. Donc de toute façon, que ce soit Macron ou Le Pen, et si c'est Macron, c'est peut-être encore pire, parce que lui, il aura une vraie majorité à l'Assemblée, pour ce que ça compte pour lui, puisque finalement, le parlementarisme, il en a à peu près rien à foutre, puisqu'il est quand même capable de faire un 49-3 alors qu'il a la majorité. C'est quand même assez spécial, mais enfin bon, peu importe. Enfin, de toute façon, ça va péter. Donc, bon, le fait que ça pète, c'est à peu près inéluctable. On aurait tendance à penser que nous, ça nous sert, mais moi, j'ai une grande peur. C'est que si on vient là-dedans avec une absence de théorie, et je le dis aux Gilets jaunes, si vous refusez toute organisation de parti, et si vous refusez de prendre le pouvoir politique, ça va mal se passer pour vous. Ça va très mal se passer pour vous. Et à un moment donné, il va falloir prendre ce pouvoir. Moi, je crois que c'est Lénine qui disait on n'avance pas d'un pas si on a peur d'aller au socialisme. Mais à un moment, il faut vraiment aller au socialisme. Mais pour comprendre ça, il faut avoir analysé le capitalisme. Et il faut l'analyser froidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance est à la chaleur, assez clairement, mais à un moment donné, il faut se retirer, peut-être pas comme un moine bouddhiste, il ne faut pas déconner, mais enfin, il faut faire de la théorie. Pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Ça veut dire qu'il faut faire un immense détour théorique pour comprendre la situation, pour essayer de la dépasser. Bon, ça, c'est l'histoire de la science en général. La raison pour laquelle on a commencé à faire de la science, c'est parce qu'on voulait transformer la nature en un environnement, parce que la nature nous est a priori hostile, etc. Bon, dans la société humaine, c'est pareil. Si on veut se créer des conditions de vie meilleures, il faut comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui, comprendre que la situation actuelle est le résultat d'un processus historique, et comprendre que du coup, derrière, il y a quelques alternatives qui nous sont proposées, et objectivement, il y en a deux, comme disait le vieux mot d'ordre, même si on a quelques désaccords politiques avec eux, socialisme ou barbarie. Et ce n'est pas un choix subjectif, c'est un choix objectif. Ça nous est imposé par le développement du capitalisme. On n'a pas le choix. Le capitalisme régulé, c'est fini. Ça n'existe. Et d'ailleurs, ça n'a jamais existé en soi, vraiment. On se leurre beaucoup sur les 30 glorieuses. C'est vrai que tu montres bien que, indépendamment des Russes ou des Chinois ou des BRICS, etc., il y a une crise interne de toute façon du capitalisme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on essaie d'aller sur les mais en bords. même temps, par contre, là, ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, cette alliance Russie-Chine pour empêcher que le dollar soit la monnaie de réserve, etc., ça peut véritablement déclencher une crise de l'euro après la crise du dollar. Là, ça peut hâter, en fait. Je dis pas que ça compte pas.
Je dis pas Voilà. que ça compte pas, je dis pas que c'est un épiphénomène, Ça peut être le déclencheur. en mais tout par cas, contre je dis que ça reste un phénomène. C'est-à-dire, Ouais. Ah bah, c'est sûr. on n'est pas kantien, nous, n'est-ce Mm. pas? Donc on peut le comprendre, le Mm. phénomène. Hein, c'est pas, il n'y a pas de noumène Ouais, derrière, tout à fait. on peut comprendre le phénomène, et donc on peut le comprendre comme étant la révélation en surface des contradictions du capitalisme. Mm. La raison pour laquelle il y a, allez, on va pas se fâcher ce soir, deux blocs impérialistes qui peuvent s'affronter, Mm. bah, c'est que l'impérialisme est une nécessité du capitalisme. Mm. Là, c'est la raison première. La raison première pour laquelle ça frite sur les frontières, c'est que au Mais moins. attends, ça veut dire que pour toi, l'intervention russe, c'est une conséquence de l'impérialisme russe? Non, justement, j'ai dit que je voulais pas me fâcher. J'ai dit que Ah, je d'accord, voulais ouais. pas rentrer Non, parce que là-dedans. par exemple, les autriaques sont en train de morfler, par exemple, par rapport Oui, je à. Donc, c'est pas. Je sais. Et, Enfin, ça reste un mode capitaliste, donc je suis pas en train de. oui, oui, alors, j'ai pas dit non plus que c'était J'ai dit que je communiste. voulais pas mais- me fâcher. Si tu veux prendre Ouais. le côté occidental, par exemple, la raison pour laquelle cette frontière nous intéresse, Mm. c'est que le capitalisme Oui, occidental, pourquoi celle-là, oui, puisqu'il plus est- que celle du Yémen, oui. puisqu'il est soumis, aux lois de la baisse tendancielle taux de profit, doit développer l'impérialisme, Mm. c'est-à-dire notamment avancer ses frontières, c'est-à-dire conquérir de nouveaux, non pas marchés, mais de nouveaux prolétaires, prolétariser une masse encore plus grande et l'enrôler dans son cycle de valorisation du capital. Mm. Et à un moment donné, sur un des fronts manque de peau, il rencontre une résistance. Oui. Bon. Mais néanmoins, la raison fondamentale, c'est le développement de l'impérialisme, notamment occidental. Oui, c'est ça. Non, parce que notamment, principalement. non, parce que j'écoutais Sapir, par exemple, sur l'économie russe, il va te dire que la Russie a déjà du mal à mettre en valeur toutes ces richesses naturelles. Donc c'est pas la Oui. question de conquérir tel ou tel Non, 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 produit en non. Ukraine, c'est vraiment une crise politique. Alors peut-être d'ailleurs on peut faire des critiques sur la manière dont ça a été géré, sur l'invasion, etc. Parce qu'il y a une autre manière de le faire, malgré le fait qu'il y a quand même une forte unanimité dans la classe politique russe pour le dire. Mais c'est sûr que effectivement c'est quand même c'est franchir une frontière, ce qui est interdit par le droit international, etc. etc. Mais définir, d'ailleurs c'est la position du Parti communiste grec et à la fois je vois qu'ils ont été suffisamment forts. Quand il y a un parti communiste fort dans les pays, ça a des conséquences. Ils ont été suffisamment forts pour empêcher par exemple la livraison d'armes à l'Ukraine. Ça devient entériné, la Grèce y a renoncé. Donc je tire mon chapeau aux communistes grecs. Et en même temps, ils avaient tendance à voir cette guerre comme l'affrontement de deux impérialismes. Mais les causes purement impérialistes dans ce. Et bien sûr qu'à la fois c'est un pays capitaliste, hein, et on ne va pas se mentir, surtout depuis les réformes Helsinki. Et Poutine a quand même été mis au pouvoir par ces gens-là. Et en même temps, je ne vois pas tellement les motivations économiques. Mais pareil pour la guerre en Irak, c'est pas forcément Non, le pétrole qui comptait le Ouais. plus qu'une situation géopolitique. Bien sûr. Simplement parce que le rôle de l'économie joue en dernière instance. Ouais, Voilà, non, mais je pense suis pas là que- pour faire, je suis pas là pour faire l'arbitre. Peut-être que voilà, non, je Et pose ça puis- plus comme des questions que Ouais. voilà, Non, il y a un je suis- débat entre nous, Je suis pas là pour faire l'arbitre, et je suis Mm. pas là pour ni m'opposer ni abonder dans ton sens. Ce que Mm. je veux dire simplement, et je voulais, voilà, j'ai pris une formulation peut-être maladroite, etc. En fait, ce que je voulais dire, c'est que y compris les conflits actuels, les conflits, les vrais, la guerre, Mm. quoi, on ne peut pas l'expliquer en dehors des contradictions du capitalisme. Oui, Voilà. C'est-à-dire que si nous n'étions pas dans un monde bien capitaliste, sûr. je dis, il y aurait, c'est pas qu'il n'y aurait pas de tension. Enfin, je veux dire, les Mm. tensions, c'est le monde humain, hein, qui, Ouais. voilà, il y a- Bah, il y a- là, mais elles ne seraient pas de cet ouais. ordre. C'est-à-dire que l'impérialisme, notamment otanien, et je crois Mm. que c'est la Finlande aujourd'hui qui a commencé à déposer son dossier, etc. Ceci n'existerait pas. Ouais. C'est-à-dire Non, mais c'est pas- ouais, alors je sais que nos contradicteurs s'amusaient beaucoup quand il y avait les conflits entre l'URSS et la Chine autour du fleuve Amour, et puis après les conflits avec le Vietnam, et puis avec le Cambodge, et puis les interventions dans les pays de l'Est. Donc oui, ça existait aussi les conflits entre pays socialistes, mais voilà. Ouais, oui, non, mais ça, Mais je- c'est sûr que voilà, je pense que Mais ça serait tendanciellement, pas tu du as même raison, ordre. raison, voilà, c'est ça. Ça serait pas du même ordre. Aujourd'hui, les grandes tensions, c'est ça. Notamment les conflits en Chine, Mm. qui commencent à monter énormément. Pour moi, je peux me tromper, hein, mais pour moi, je l'attribue au fait que dans les années 80, la Chine a dit, je vais me en gros, hein, si on veut Tu veux résumer, dire la tension en mer de Chine entre l'impérialisme Ouais. américain et donc la Chine. et la Chine qui est sur la défensive, honnêtement, hein, enfin, pas plus. Hein. Ça c'est sûr. Euh, depuis les années 80, la Chine se développe sur les exportations. Pour exporter, il faut faire quoi? Il faut produire plus que je ne consomme. Mm. Donc j'ai besoin d'un taux de change déprécié. Donc pour déprécier le taux de change, j'achète de la dette américaine. Les Américains sont bien contents, J'achète du dollar. ça garde, voilà, j'achète de dollars. Ça garde, Les États-Unis impriment du dollar voilà, et moi je l'achète. ça garde le dollar à flot, Mm. et puis j'achète de la marchandise pas chère, Mm. et puis en même temps, qu'avec les zones économiques spéciales, j'exporte mon capital, qui est la première cause, la première raison de l'impérialisme, Mhm. et donc tout le monde est content.
À partir des années 2010, une fois le niveau de développement suffisant, la Chine commence à devenir, puisque dans les années 2015-2016, la Chine va devenir la première économie du monde en parité de pouvoir d'achat, dont plus personne ne parle d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est subjectif. Moi j'ai fait toutes mes études, on m'a toujours dit qu'il fallait parler du PIB en parité de pouvoir d'achat. Sinon ça voulait rien dire. Sinon ça voulait rien dire. Et depuis que la Chine est devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, il ne faut plus parler de parité de pouvoir d'achat. Bon, c'est curieux. C'est comme ça. Bon, peu importe. Et en 2010, surtout, la Chine annonce qu'elle va commencer à développer sa consommation intérieure. Et là, patatras, donc on n'est plus. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils annoncent. Enfin, c'est ça, mais ils ont presque un côté américain. C'est-à-dire qu'ils annoncent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien, je pense, les Américains et les Chinois. C'est un couple qui on va voir. C'est un couple qui est amené à durer. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça, objectivement? Ça veut dire que je n'ai plus tellement besoin que le dollar soit maintenu. Oui, je n'ai plus c'est bien ça le problème. Alors ça se fait progressivement, mais enfin à partir de ce moment-là, a priori les bateaux américains ont trouvé sympathique de se balader en mer de Chine. Oui, ça commence là en fait. C'est surtout ça le. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, donc là on s'éloigne beaucoup du sujet, mais néanmoins ce genre de choses, on ne peut pas le comprendre si on dit je sais pas, le méchant Obama, le méchant Bush, le méchant ce que vous voulez, le méchant Xi Jinping, le méchant... Le gâteux Biden, voilà, si c'est vrai, mais... Oui, c'est peut-être vrai, mais c'est n'importe quoi. Ça n'explique pas les grandes tensions internationales en ce moment, ça n'explique pas l'inflation, ça n'explique pas la spéculation, ça n'explique pas les tensions sur le front de l'Est. Ça n'explique pas le fait... Le front de l'Est, oui, mais c'est sûr. Ouais, c'est presque le front de l'Est. Bah pour nous, c'est le front de l'Est. Ça n'explique pas le fait qu'aujourd'hui, il y ait 5 mecs qui possèdent autant que 40% de la population française, etc. Okay, ce n'est pas juste une volonté subjective d'être touché par la méchanceté, alors que nous, gentils gauchistes, serions touchés par la grâce et le partage. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que nous, on survive en tant qu'être humain, il faut que la bourgeoisie disparaisse en tant que classe. Pas en tant qu'individu, hein. Ils ont le droit de se mettre à travailler. Il faut toujours préciser. Mais en tant que classe. Évidemment. Et d'ailleurs, elle est en train de disparaître elle-même. Le pire qu'on leur souhaite, c'est de se mettre à travailler. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, elle est en train de disparaître elle-même, puisque le capitalisme faisant son œuvre, la bourgeoisie éjecte. Aujourd'hui, si tu veux, il y a 50 ans, la petite bourgeoisie de province, ça existait. Le petit maître des forges, etc., ça existait encore. Chabrol, quoi. Voilà, ouais. Ça n'existe plus. Maintenant, le patron de PME d'industrie de province, c'est d'ailleurs pour ça que ce livre est dédié à Yann Ogras, parce qu'il est symbolique, à mon avis, de la situation de classe du prolétariat français. Eh bien, aujourd'hui, tu es soumis au monopole. Pourquoi? Parce que GMS, par exemple, qui ont mené une lutte admirable, ils étaient soumis au monopole automobile. C'était certes une PME, il y avait certainement un petit patron derrière, etc., qui a vendu, qui a été racheté. Mais néanmoins, cette PME-là, qui était déjà une grosse PME, hein, je crois qu'il y avait plus de 200 employés, donc on est déjà en train de parler d'une belle boîte, et bien même à cette échelle-là, on est soumis au monopole. Et tout le monde est soumis au monopole. Aujourd'hui, entreprendre, ça ne veut rien dire. Il n'y a personne qui entreprend. C'est fini. Entreprendre surtout pas les auto-entrepreneurs. Voilà, entreprendre de manière libre aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça veut dire se soumettre au monopole. C'est ça que ça veut dire entreprendre. Entreprendre aujourd'hui, en gros, en moyenne, ça veut dire devenir chauffeur Uber, c'est-à-dire se soumettre au monopole Uber. Aujourd'hui, entreprendre, en gros, en moyenne, dans n'importe quel type d'industrie, ça veut dire ouvrir une enseigne, une franchise. Voilà, c'est ça entreprendre. C'est ouvrir une concession Peugeot, c'est-à-dire se soumettre à Peugeot, objectivement. Okay, c'est ça. Donc l'entreprise privée, c'est fini. Ça n'existe plus. L'entreprise privée au sens, évidemment, l'entreprise privée au sens LVMH, ça existe. Mais l'entreprise privée au sens, voilà, moi aujourd'hui, demain, je vais monter un business plan, je vais faire ma boîte, c'est fini. Ça existe administrativement, ça existe en tant qu'abstraction. Mais objectivement, concrètement, après, ça faut veut aller voir dire, ton banquier, de toute façon. voilà, ça veut dire se soumettre au monopole. C'est ça que ça veut dire. Okay. Oui, et puis après, le marché est fait de telle sorte que oui, c'est très difficile. Voilà, donc là, on va peut-être un peu loin, mais disons que, voilà, encore une fois, je propose ce bouquin comme base de travail, y compris pour analyser la situation subjective, même si le bouquin est purement objectif, mais l'objectif du bouquin, si je puis dire, c'est de proposer une base pour construire une situation objective, c'est-à-dire une conscience de classe. Soyons sérieux, parce qu'aujourd'hui, le prolétariat français, eh bien, il y a de nombreux faisceaux qui tendent à le diviser. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit que le cadre vote Macron est un traître, on n'a pas tort, mais néanmoins, ça reste un prolétaire. C'est un peu comme disait Malcolm X, l'esclave de maison. Néanmoins, c'est un esclave, n'est-ce pas? Et lui, il est en train de perdre aussi.
C'est-à-dire qu'il faut... Donc le cadre qui fait partie du salariat. Donc, Exactement, exactement. Alors il ne faudra jamais lui donner les clés du camion parce que Non, parce qu'il a montré sa capacité à collaborer. Ouais. Ok. Et néanmoins, lui c'est pareil. Enfin, je les avertis ces gens-là. Enfin, si vous vous leurrez trop longtemps, vous allez faire partie de la couche de laquelle je n'aimerais pas faire partie parce que vous allez perdre face à la bourgeoisie et le prolétariat vous en voudra beaucoup parce que vous y appartenez aussi au prolétariat. Et en face, on a une bourgeoisie qui devient de plus en plus vindicative parce qu'elle est peut-être un peu plus consciente de ses intérêts, même si moi je lutte contre. Et ça, Friot aussi, c'est un très grand apport de Friot quand il dit il n'y a pas que la bourgeoisie qui est consciente de ses intérêts, il y a aussi le prolétariat, ça c'est vrai. Et en même temps, j'ajouterais aussi le miroir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le prolétaire qui est en partie inconscient de ses intérêts, la bourgeoisie l'est aussi. Mais enfin, pour une certaine partie, elle est très bien organisée et très bien consciente. Je prendrai un exemple pour finir peut-être parce que ça fait déjà presque une heure. Mais en 1948, l'appareil d'État, et pas l'État, l'appareil d'État français tire sur les mineurs en grève dans le Nord. Une plainte est déposée. Je moque, c'est ça. Une plainte est déposée et ces gens-là gagnent, je crois, en 2007 ou 2008. Le verdict passe en 2007 j'ai ou vu 2008. ça, je sais. L'État français, l'appareil d'État français devait quelques millions d'euros aux quelques familles de rescapés qui restaient. Christine Lagarde a fait appel. Ils en sont là. Ils en sont là. Allez, magnifique. Et On va conclure là-dessus. C'est pas une preuve de leur méchanceté, c'est une preuve de leur conscience de classe. Okay, de même que quand le gouvernement... Leurs intérêts, parce que je me passe... Non, ça n'a même pas besoin de passer par la conscience. Non. Leurs intérêts. Mais même quand le Parlement Macron vote contre l'extension des congés aux parents qui malheureusement ont perdu un enfant, on se rend compte de ce que font ces gens-là, n'est-ce pas? Et donc, quand l'international... Il refuse le vote. Il refuse le vote, oui. Il vote contre l'extinction. Ouais, il vote contre. Et donc on en est là. Faut le burnous jusqu'au bout. On en est là. Avec une raison fallacieuse qui était de dire que, en gros, le retour au travail, ça permet de se distraire, quoi. Hein, et puis le fait que ça coûtait un peu d'argent, comme disait Zemmour sur une interview, le travail c'est la santé. Citation d'Éric Zemmour avait quand même sorti ça. Citation d'Éric Zemmour, grand ami du prolétariat français. Voilà, donc ils en sont là. Donc il faut savoir que la situation du capitalisme en est là. Il y a une subjectivité qui compte, mais il faut comprendre aussi que c'est une situation objective, que la bourgeoisie, si elle est méchante, entre guillemets, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et donc ils iront jusqu'au bout, la répression des gilets jaunes, etc., c'est une nécessité du capital. Et si on n'est pas prêt à le comprendre, si on n'est pas prêt à comprendre que le capitalisme régulé, ce n'est plus possible, si on n'est pas prêt à comprendre qu'il va falloir faire le communisme, il va falloir s'organiser et conquérir l'appareil d'État pour le transformer en État, y compris pourquoi pas par la voie des élections, même si j'y crois assez peu. Enfin, ça pourrait, voilà, à un moment donné, il faut prendre toutes les armes dont on dispose. Pourquoi on ne participerait pas non plus aux élections? Voilà. Donc je propose ce livre comme une base de discussion où j'entends prouver, malgré tout ce qu'on entend depuis des décennies, que le marxisme orthodoxe, ça marche plutôt pas mal à décrire la condition du prolétaire aujourd'hui. Exactement. Je crois que vous trouvez toutes les références du livre. Ça va s'afficher en dessous de cette vidéo si tout va bien. Voilà. Et on va en faire d'autres autour de ce livre parce que c'est aussi autour de la situation actuelle. Et merci Antoine et à bientôt. T'en prie, à bientôt.